Bonjour, je suis le docteur Joseph Baker. Je suis le docteur Joshua Stein. Nous sommes médecins au service des urgences de l'Université de Stanford et nous sommes là pour vous parler de l'évaluation du patient dyspnéique du point de vue des tests diagnostiques en laboratoire. Dans cette présentation, nous allons parler des différents tests radiologiques que les médecins peuvent utiliser pour l'examen et le diagnostic des patients atteints de la COVID-19. Certains tests peuvent indiquer qu'un patient a un pronostic défavorable et pourrait donc avoir besoin d'un niveau de soins plus important. Votre évaluation clinique d'un patient comme étant malade est toujours plus importante que le test diagnostique. Si un patient respire rapidement, s'il développe une hypoxie ou est désorienté, des résultats normaux de tests de laboratoire ne signifient pas qu'il n'est pas malade. Cependant, les tests de laboratoire et l'imagerie peuvent être utilisés pour évaluer si l'état d'un patient peut potentiellement se détériorer et qu'il a besoin d'une surveillance clinique plus étroite ou d'un traitement. Le test principal pour diagnostiquer une infection aiguë par le SARS-CoV-2 ou la COVID-19 est le test PCR sur écouvillon nasopharyngé. Ce test vise à identifier le matériel génétique réel du virus. L'efficacité du test dépend de la collecte d'un échantillon adéquat. Il existe un autre test appelé test d'amplification des acides nucléiques ou TAAN. Le test TAAN recherche également le matériel génétique du virus, mais il est plus facilement réalisable et donne des résultats plus rapides que le test PCR. Lorsqu'on recueille un échantillon nasopharyngé, l'écouvillon doit atteindre une profondeur égale à la distance de la narine jusqu'à l'ouverture extérieure de l'oreille. Insérez l'écouvillon parallèlement au palais jusqu'à trouver une résistance ou que vous atteigniez la bonne profondeur. Laissez l'écouvillon en place pendant 10 secondes, puis faites-le pivoter et retirez-le. Si à travers une narine l'écouvillon ne peut pas atteindre la profondeur appropriée, utilisez le même écouvillon pour obtenir l'échantillon de l'autre narine. L'écouvillon oropharyngé est un autre type d'écouvillonnage courant. Lorsqu'on prélève un échantillon avec cet écouvillon, frottez vigoureusement pendant quelques secondes les piliers hémigédaliens et l'oropharynx postérieur. Enfin, certains tests utilisent un échantillon de salive qui peut être obtenu par un écouvillon ou un échantillon d'expectoration. Il est important de prélever les échantillons de manière systématique, en utilisant la même approche pour chaque patient selon les directives recommandées pour le test en question. Certains tests font état de faibles taux de sensibilité, donc, si un patient est fortement soupçonné d'avoir la COVID-19 et testé négatif, il peut être nécessaire de répéter le test avant que la COVID-19 ne puisse être écartée et que le patient soit retiré de l'isolement. Cependant, ces tests sont généralement très spécifiques. Si un test est positif, il est la plupart du temps fiable. Chez des patients souffrant de pneumonie grave, un échantillon des voies respiratoires inférieures peut détecter le virus de manière plus fiable. Ces tests indiquent la présence de matériel génétique, ils n'indiquent pas nécessairement la présence de particules virales infectieuses et les patients peuvent continuer à être positifs pendant des semaines après s'être remis de la COVID-19. Un test positif après la récupération clinique et l'achèvement d'un protocole d'isolement n'indique pas nécessairement une transmissibilité. Il existe aussi des tests qui mesurent directement des protéines qui se trouvent dans le virus SARS-CoV-2. Ces tests sont appelés tests antigéniques. Il existe de nombreuses versions différentes de ces tests. Ces tests varient considérablement quant à leur sensibilité et spécificité. Cependant, un avantage de ces tests est qu'ils sont très rapides et beaucoup plus faciles à réaliser et ne nécessitent pas de formation ou des techniques de laboratoire supplémentaires. Lors de l'utilisation d'un test, il est très important de savoir de quel test vous disposez et quelles sont leurs caractéristiques. Les tests d'anticorps peuvent être effectués sur un échantillon de salive ou sur un échantillon sanguin et la présence d'anticorps indique une infection antérieure par le virus. Ces essais peuvent tester pour les anticorps IgG ou IgM qui apparaissent de 7 jusqu'à 14 jours après l'infection. Cependant, les anticorps IgM disparaissent 7 semaines après l'infection, tandis que les anticorps IgG peuvent durer plusieurs mois.
Les anticorps apparaissent également après l'administration du vaccin COVID-19. Bien que cela soit moins courant, il est possible d'être infecté par le coronavirus après avoir déjà été infecté ou après avoir été vacciné. Dans ces cas-là, les symptômes sont souvent bénins. Comme cette possibilité existe, les prestataires de soins de santé qui ont été testés positifs aux anticorps IgM ou IgG pour le SARS-CoV-2, ou qui ont été déjà vaccinés, doivent tout de même revêtir un EPI approprié lorsqu'ils soignent des patients atteints du coronavirus. Vous pouvez également envisager d'effectuer des tests pour des maladies communes qui sont répandues dans la région où vous exercez, comme la grippe, la malaria, la dengue, la tuberculose ou le VIH. De plus, les patients peuvent également souffrir d'affections telles que la cholécystite, l'appendicite ou une pneumonie bactérienne. Si vous pensez que vous auriez envisagé ces diagnostics avant la pandémie, vous devriez tout de même les envisager maintenant et obtenir les tests diagnostiques et l'imagerie appropriée de votre patient. Être capable d'interpréter une analyse des gaz du sang est une partie importante du travail du médecin. Cette diapositive représente un outil utile pour interpréter les anomalies acido-basiques chez les patients. À ce stade, nous n'approfondirons pas les éléments d'évaluation des gaz sanguins. Chez les patients atteints de la COVID-19, l'anomalie principale détectée dans les gaz du sang est l'hypoxémie. Par ailleurs, les patients peuvent également présenter des signes d'acidose métabolique dus au choc, souvent associés à un niveau élevé d'acide lactique. En tant qu'indicateur d'une pauvre perfusion tissulaire, ce niveau peut être suivi dans le temps pour évaluer la réanimation du patient. Cependant, si l'on détecte chez un patient un taux élevé de dioxyde de carbone, une autre explication doit être envisagée, car cette situation n'est pas habituelle pour un cas de COVID-19 sans autre pathologie. De plus, souvenez-vous qu'un pH normal accompagné d'un niveau anormal de gaz carbonique ou de bicarbonate indique que le patient a un trouble acido-basique compensé ou mixte, qui doit faire l'objet d'un examen plus approfondi. De nombreux tests en laboratoire ont été associés avec des pronostics défavorables pour les infections de la COVID-19. Cependant, bon nombre de tests cités dans la littérature médicale peuvent ne pas être disponibles dans les établissements avec des ressources limitées ou dans les petites structures hospitalières. Utilisez ce que vous avez à votre disposition. Si un test prend plusieurs jours pour avoir les résultats, il ne sera pas cliniquement utile pour le pronostic. Un des premiers marqueurs à avoir été identifié était la lymphopénie, ou un taux bas des lymphocytes. Si vous avez la possibilité de réaliser un hémogramme avec comptage différentiel, vous pourrez identifier cette anomalie. De plus, un pronostic défavorable a été associé à des niveaux très élevés de marqueurs inflammatoires, comme la protéine C réactive, et la ferritine. L'ESR est également élevé chez 85% des patients atteints de la COVID-19. De même, il semble y avoir une forte tendance chez les patients atteints de la COVID-19 à présenter des troubles de la coagulation. Cela mène souvent à la formation de caillots et des complications telles qu'un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde. Des études en laboratoire ont révélé que le D-dimère et le fibrinogène sont des prédicteurs des pires résultats chez les patients atteints de la COVID-19. Des tests de coagulation tels que le PTT, temps de céphaline activé, le PT, temps de prothrombine et l'INR, International Normalized Ratio devraient également être effectués, car les patients pourraient avoir besoin d'anticoagulants. Le choc cardiogénique et l'arythmie semblent être des causes de mortalité supplémentaires. La troponine ou d'autres biomarqueurs cardiaques sont importants pour évaluer les dommages cardiaques émanant d'un choc systémique de l'ischémie myocardique focale ou d'une inflammation du myocarde telle que la myocardique. Et comme c'est le cas pour de nombreux patients malades, il est toujours bon de vérifier la fonction rénale par des tests de laboratoire généraux. La fonction rénale, estimée grâce aux tests de la créatinine et de l'azote uréique, est essentielle dans la prise de décision concernant les perfusions ainsi que l'état de volume du patient.
Il est important de vérifier les électrolytes chez tout patient dans un état critique puisque les anomalies du potassium, du sodium, du calcium ou du magnésium pourraient mener à des complications et à une aggravation de l'état de santé. Les tests de la fonction hépatique peuvent afficher des résultats élevés chez les patients atteints de la COVID-19, ce qui est prédictif d'une issue défavorable. Des tests de fonction hépatique élevés peuvent également prédire la présence d'une intoxication médicamenteuse ou d'un infarctus. Un faible taux d'albumine a également été associé à un pronostic défavorable de la COVID-19. Toutes les femmes en âge de procréer devraient subir un test de grossesse, car cela peut influencer leur traitement ou le choix d'imagerie. La grossesse est associée à un risque de mortalité plus élevé lié à la COVID-19. À un stade précoce de la COVID-19, l'électrocardiogramme est souvent normal comme cet électrocardiogramme, ou semble similaire à un électrocardiogramme antérieur du patient. L'inflammation du myocarde liée à la myocardite peut ne pas présenter de résultats d'électrocardiogramme significatifs, mais peut quand même causer des dommages considérables. La mortalité en l'absence de résultats d'ECG, de la troponine ou d'un autre biomarqueur cardiaque est souvent élevée dans les cas de myocardite. L'électrocardiogramme peut aussi montrer des signes d'ischémie focale liés au blocage d'un vaisseau coronaire individuel ou des changements dans l'intervalle tels que l'allongement de l'intervalle QT. Étant donné que certains décès dus à la COVID-19 ont été associés à des chocs cardiogéniques ou à de l'arythmie, il est important de garder les patients gravement malades sous surveillance cardiaque lorsque c'est possible. Bon nombre de ces tests de laboratoire ont été utilisés conjointement avec des signes vitaux et des antécédents médicaux pour élaborer divers calculs du score de risque. Le calcul du score de risque le plus performant à ce jour est le score 4C. Le score 4C peut aider à prédire la mortalité chez les patients atteints de la COVID-19 et est facilement calculable et accessible en ligne. Il nécessite l'azote uréique sanguin, bonne ou créatinine ainsi que la protéine C réactive. Ne vous fiez pas uniquement à un calculateur de risque et utilisez-les toujours conjointement avec votre évaluation clinique du patient. Votre évaluation clinique d'un patient comme étant malade est toujours plus importante que n'importe quel test diagnostique. Concentrez-vous d'abord sur la stabilisation du patient. Un diagnostic correct est moins important dans un premier temps. Axez les tests initiaux sur l'évaluation des problèmes potentiellement mortels, mais treatables. Souvenez-vous que, pendant la pandémie, beaucoup de personnes peuvent être atteintes de la COVID-19, mais ont également d'autres problèmes médicaux nécessitant des traitements spécifiques. Rappelez-vous que les patients atteints de la COVID-19 peuvent souffrir d'autres pathologies telles que la malaria, l'appendicite, ou une pneumonie bactérienne. Cela conclut cette présentation. Merci à tous d'avoir donné votre temps et votre attention.